Au cours de l'été 1961, Barney Hill se tourne vers sa femme Betty et déclare qu'il est grand temps que le couple prenne des vacances. Il assure le service de nuit à la poste qui nécessite de conduire 100 km par shift et elle est travailleuse sociale dans un service d'aide à l'enfance. Ils sont épuisés, ils n'arrêtent pas de travailler et ils ont besoin de se reposer, de se retrouver rien que tous les deux dans un cadre plus agréable. Et puis, ils sont mariés depuis un peu plus d'1 an et n'ont toujours pas réussi à s'offrir de lune de miel. Alors il est grand temps qu'ils pensent enfin à eux. Dès le lendemain, le couple organise ses quelques jours de vacances et en septembre 1961, ils quittent leur ville de Portsmouth dans le New Hampshire pour se rendre au Canada afin d'aller voir les célèbres chutes du Niagara. Vous vous attendez certainement à ce que je me lance maintenant dans un récit sur les vacances de l'enfer ou comment ils ne sont jamais arrivés à destination, n'est-ce pas? Eh bien, navré de vous décevoir, mais leurs vacances ont bien lieu et elles se déroulent à merveille. Le 19 septembre, lorsqu'ils reprennent la route pour rentrer à la maison, Barney et Betty sont tout simplement reposés et ravis d'avoir pris ce temps pour eux. Mais c'est sur ce trajet retour que les choses prennent un tournant pour le moins étrange. Je suis Taous Merakchi. Vous écoutez Feu de camp saison 4, le podcast énergie qui vous transporte dans des histoires paranormales et non élucidées. Il est 22h30 lorsque l'événement se produit. Betty et Barney sont déjà dans le New Hampshire, pas loin de la ville de Lancaster, et il leur reste environ 2h30 de route avant d'atteindre Portsmouth, près de la côte. Ils papotent tranquillement pendant que Barney conduit, afin de lutter contre la fatigue, se languissant du moment où ils pourront enfin retrouver leur petite maison douillette. Un message à la radio les informe qu'une tempête tropicale est en approche. Raison de plus pour faire le dernier tronçon de route d'une traite et ne pas perdre de temps. Quand soudain, une étrange lumière attire leur attention vers le ciel. D'abord, elle ressemble à une étoile filante. Mais très vite, ils s'aperçoivent que sa trajectoire n'est pas linéaire. Elle bouge de façon irrégulière, vers le haut, et semble se rapprocher de plus en plus. Sa luminosité aussi augmente au fil des secondes. Betty commence à paniquer, mais Barney, qui adore observer les avions, lui assure que ça n'a rien d'inquiétant. Pour lui, c'est très certainement un avion en route vers le Canada ou un satellite qui a légèrement modifié sa trajectoire, rien de plus. Ils sont sur une route de montagne qui tourne et tourne et tourne, mais la lumière semble suivre la trajectoire de la voiture, comme si elle les suivait. Elle tourne avec eux, part vers la droite, puis vers la gauche, avant de disparaître complètement, puis de réapparaître plus près et plus étincelante encore, comme si elle jouait avec eux. Barney finit par être intrigué lui aussi et propose à Betty de s'arrêter à la prochaine aire de repos pour observer tout ça dans de meilleures conditions. Pour commencer, il veut voir si ce ne sont pas les mouvements de la voiture qui donnent l'impression que la lumière bouge. Le couple s'arrête donc quelques kilomètres plus loin et Barney va chercher ses jumelles dans le coffre. Et lorsque Betty les prend pour regarder l'objet, elle fait un constat surprenant. Elle voit un objet circulaire qui tourne sur lui-même sans discontinuer et qui émet tout un tas de faisceaux lumineux de différentes couleurs. Elle se tourne alors vers son mari et lui dit que, s'il pense encore que c'est un vol commercial ou un satellite, c'est lui qui déraille complètement. Après avoir observé l'objet par lui-même, Barney doit mettre son scepticisme de côté et se rendre à l'évidence. Il connaît tous les engins volants qui existent, du moins dans un cadre officiel, et ce qu'il voit à travers les jumelles n'a absolument rien de familier. L'homme commence à sentir l'inquiétude et l'angoisse monter en lui, et se souvient soudain qu'il a un pistolet dans le coffre de sa voiture. Le couple observe l'objet lumineux quelques minutes de plus, mais la tension devient difficilement supportable. Ils sont seuls au milieu de nulle part, n'ont croisé personne sur la route depuis des kilomètres, il fait nuit et ils sont encore loin de chez eux. Ils décident alors de remonter en voiture et de filer aussi vite que possible. Mais alors qu'ils commencent à rouler, ils s'aperçoivent que l'objet les suit à nouveau. Et cette fois, ça ne fait aucun doute. Il reste toujours au-dessus d'eux, tourne quand ils tournent, continue tout droit quand ils vont tout droit. Et plus les kilomètres défilent, plus la lumière se rapproche, jusqu'à devenir aveuglante. La colère et la frustration s'emparent petit à petit de Barney, qui n'arrive plus à se concentrer sur sa conduite. Il s'arrête à nouveau dans une clairière,
et sort de la voiture en brandissant son pistolet et ses jumelles, prêt à en découdre avec celui ou ceux qui jouent avec ses nerfs et ceux de son épouse. Cette dernière reste dans la voiture et observe la scène, affolée. L'objet survole la clairière, au-dessus des arbres, à 30 mètres du sol, permettant à Barney de mieux l'observer. Il le décrit comme un grand engin circulaire d'une vingtaine de mètres de diamètre, avec une rangée de fenêtres carrées sur toute la façade avant et 2 lumières rouges de chaque côté. Au bout de quelques secondes, il voit 2 ailes se déployer latéralement. Et à travers ses jumelles, l'homme remarque un détail qui lui glace le sang et le fige sur place. Derrière les fenêtres de l'appareil, plusieurs silhouettes l'observent, immobiles. Il doit y en avoir 5 ou 6. Il essaye alors de pointer son arme dans leur direction, mais son bras ne lui obéit plus. Une voix lui dit de ne pas baisser ses jumelles. Une pensée lui traverse brutalement l'esprit. Sa femme et lui sont sur le point de se faire enlever. Impossible d'expliquer ce qui l'amène à cette conclusion, mais c'est une évidence pour lui, et il n'obéit plus qu'à sa peur et à son instinct de survie. Il se remet à courir en direction de la voiture, se jette dedans et démarre en trombe. À côté de lui, Betty sort la tête par la fenêtre du véhicule afin de surveiller la trajectoire de l'engin, qui s'est lui aussi remis en route et continue à les suivre de très près. Des sons étranges se mettent à résonner dans l'habitacle, comme des bips sonores venant du coffre. Mais très vite, un autre problème s'impose au couple. Ils se sentent très faibles, extrêmement fatigués et engourdis, et, alors qu'ils sont encore dans une voiture en mouvement, ils perdent connaissance. Ils se réveillent environ 2 heures plus tard, à 55 km de la clairière qu'ils viennent de quitter. Ils n'ont aucun souvenir des derniers kilomètres parcourus. Et, presque sans s'en apercevoir, ils arrivent à Portsmouth, devant chez eux. L'esprit embrumé par cette fin de trajet étrange, ils déchargent leur voiture et se préparent à rentrer à la maison, quand Betty retient brusquement la main de Barney et lui dit qu'il vaudrait peut-être mieux qu'ils laissent leur bagage sous le porche pour la nuit, au cas où ils seraient contaminés ou radioactifs. Barney acquiesce, reposant la valise qu'il s'apprêtait à déposer dans l'entrée. Il ne faut pas longtemps aux époux, épuisés, pour tomber dans un sommeil profond. Mais le lendemain, ils n'ont pas l'esprit tranquille. Quelque chose les chiffonne, et ils ont toujours l'étrange sensation de ne pas être seuls. Betty se demande alors s'il ne faudrait pas en parler à quelqu'un, une autorité quelconque, mais Barney l'arrête tout de suite. Il a peur qu'on les traite de menteurs ou de fous, et ne veut pas attirer l'attention. Betty décide alors de couper la poire en 2. Elle n'en parlera qu'à une personne, sa sœur, Janet, qui lui a raconté avoir vu une soucoupe volante il y a quelques années, et qui sera donc forcément plus ouverte d'esprit. En parallèle, Betty et Barney prennent le temps de s'asseoir tous les deux et de parler de ce qu'ils ont vécu, de ce dont ils se souviennent. Ils commencent par un exercice motivé par leur esprit cartésien. La consigne est simple. Ils prennent chacun une feuille de papier et un crayon, s'installent dans 2 pièces séparées et dessinent tous les deux l'engin qu'ils ont aperçu, sans se consulter au préalable, pour ne pas s'influencer mutuellement. Lorsque l'exercice prend fin, ils constatent que les 2 dessins sont extrêmement similaires, confirmant qu'ils ont bien vu la même chose tous les deux et qu'ils ne se sont pas nourris du récit l'un de l'autre pour se créer un souvenir déformé. Et quand ils décident d'aller inspecter leur voiture, ils s'aperçoivent que le capot est couvert de petites marques circulaires, comme si le métal avait été poli. Betty tente une nouvelle expérience et place une boussole au-dessus d'une de ces marques. Et à chaque fois que l'aiguille la survole, elle devient folle et s'agite dans tous les sens. En plus de ce détail pour le moins intriguant, ils réalisent petit à petit que d'autres choses ne vont pas. Leurs montres se sont arrêtées à la même heure et refusent de fonctionner à nouveau. Les pointes des chaussures de Barney sont abîmées, la sangle de leur jumelle est cassée, et la robe de Betty est tachée et déchirée par endroits. Face à cette montagne de preuves inquiétantes, Janet parvient à convaincre Betty et Barney d'aller raconter leur mésaventure à la base de l'armée de l'air, qui se trouve près de chez eux. C'est ce qui se fait à l'époque, dès qu'on observe quelque chose d'étrange dans le ciel. Ils font leur déclaration officielle, qui se retrouve parmi d'autres dans le projet Livre Bleu, la commission mise en place par le gouvernement pour mener l'enquête sur les ovnis en 1952. Une fois leur témoignage livré, ils tentent de reprendre le cours de leur vie, mais une dizaine de jours après l'événement, Betty se met à faire des cauchemars atroces. La santé physique de Barney décline aussi. Il est incroyablement stressé, fatigué, et des lésions sont apparues sur son entrejambe.
Le couple décide alors de demander de l'aide à un psychiatre, convaincu que leur mésaventure les a traumatisés au-delà de ce qu'ils s'imaginaient. Ils se rendent donc chez le docteur Benjamin Simon, un psychiatre et neurologue spécialisé dans l'hypnose. Et au fil des mois, celui-ci parvient à reconstituer le récit de leur enlèvement. Selon ce que les époux Hill ont raconté au cours de leur session, voici ce qui s'est passé lors de leur perte de mémoire. Un vaisseau s'est posé sur leur voiture, juste au moment où ils se sont endormis. Ils ont ensuite été sortis de leur véhicule par des humanoïdes à la peau grise et aux grands yeux noirs, qui les ont menés au sommet d'une rampe qui s'arrêtait à l'entrée de ce qui ressemble beaucoup à une soucoupe volante. Une fois à l'intérieur, on les a séparés pour les emmener dans des salles d'examen. Les extraterrestres les ont allongés sur des tables, et Barney se souvient que la sienne était trop courte, que ses jambes pendaient dans le vide à l'autre bout. Ils ont ensuite été déshabillés, et plusieurs échantillons ont été prélevés sur leur corps. Des mèches de cheveux, des rognures d'ongles, de la peau morte, et même du cérumen. Des aiguilles ont été insérées dans leur peau, notamment dans le nombril de Betty, pour pratiquer un test de grossesse. Barney, lui, se souvient qu'on lui a inséré une sonde anale, qu'on a enduit ses parties génitales d'une étrange gelée, et il est presque sûr qu'on lui a prélevé un échantillon de sperme. Ce qui ressort de ce récit, malgré sa nature inquiétante, c'est que le couple était plutôt détendu. Betty raconte d'ailleurs, non sans sourire, qu'un des extraterrestres est entré dans la pièce où elle se faisait examiner pour lui dire qu'ils avaient abîmé son mari et que ses dents étaient tombées. Ce à quoi elle a dû leur répondre en riant gentiment que Barney porte un dentier et que ce n'était pas ses vraies dents. Elle a tenté de leur expliquer le processus de vieillissement humain, mais raconte que ça les aurait laissés perplexes. Tout ça, les deux époux le racontent séparément, selon les instructions du docteur Simon, qui tente comme il peut de rendre le témoignage aussi authentique que possible. En 1965, un journaliste s'empare de l'histoire pour écrire un livre sur le sujet, et tout change brusquement. Alors qu'il n'avait jamais cherché à obtenir un quelconque semblant de notoriété à travers cette expérience, Betty et Barney Hill deviennent des phénomènes de pop culture. Le livre est un best-seller, et un film adapté de leur histoire est réalisé, avec James Earl Jones dans le rôle de Barney. Ce dernier décède en 1969 et ne vit donc pas longtemps avec cette gloire non désirée, mais même si sa vie fut courte, son influence, elle, continue d'agir encore aujourd'hui. Ce sont eux qui ont créé le moule, malgré eux, des histoires d'enlèvement, dans la fiction comme dans la réalité. Personne n'a pourtant réussi à prouver que leur expérience était bien réelle. Le couple non plus d'ailleurs. Pendant ces séances d'hypnose, Barney criait même « Je ne crois pas aux soucoupes volantes! Je ne crois pas aux soucoupes volantes !» Les aliens grands et minces aux yeux noirs avec 2 trous pour le nez et une petite bouche, ça vient d'eux aussi. Ce sont les premiers à les avoir décrits en tant que tels. Avant eux, personne n'avait jamais prétendu avoir été enlevé par des extraterrestres. Tous les témoignages du même genre qui sont arrivés après se sont-ils inspirés du canular originel ? Ces détails reviennent-ils souvent parce qu'ils sont bel et bien réels ? Là, je vous laisse trancher. Si ça peut vous rassurer, Betty et Barney ont toujours décrit leurs ravisseurs comme parfaitement polis et délicats, même lors des examens les plus désagréables. Concernant la sonde anale, Barney a assuré à son psychiatre que son insertion s'était déroulée sans douleur et qu'il n'avait ressenti aucune gêne. Si vous voyez une étrange lueur dans le ciel un soir en conduisant, ne vous en faites pas trop. Au moins, maintenant, vous savez à quoi vous attendre. Merci d'avoir écouté Feu de camp, un podcast énergie produit par Paradiso Media, écrit par Taous Merakchi et réalisé par Gérald Doré.